Salam alaikum, bonjour à tous. Dans le cadre de cette petite vidéo, je vais vous présenter l'évolution des principales théories de l'apprentissage, dont je vais vous donner un bref aperçu pour connaître les principales théories d'apprentissage et surtout comment s'articulent et quels sont leurs principales composants, quelles sont leurs forces et leurs faiblesses et comment les utiliser concrètement dans le métier d'enseignant et de formateur. Donc, mon exposé fera en 5 points. Évidemment, chaque point correspondra à une des théories d'apprentissage. D'abord, je vais vous présenter le modèle de transmission. Puis, le modèle behavioriste. Le modèle cognitiviste. Ensuite, le 4e point, ça sera le modèle constructivisme. Et enfin, le modèle socio-constructiviste. Alors, avant de commencer notre exposé, proprement parlé, nous allons tenter de définir des termes importants. Tout d'abord, que signifie apprendre? Apprendre, c'est comprendre. C'est construire un savoir que l'on peut réinvestir après. Et pour qu'un élève apprenne, il est essentiel, 1. Qu'il soit conscient de ce qu'on essaie de lui faire comprendre et pourquoi. 2. Qu'il soit conscient de comment il apprend. Et enfin, le 3e point, qu'il a envie d'apprendre. Le modèle transmission. Donc, la pédagogie, c'est une pédagogie traditionnelle, le modèle de la transmission. On va voir dans cette partie le rôle de l'apprenant, le rôle de l'enseignant, et aussi les forces de cette pédagogie et les limites de cette pédagogie. Donc, la pédagogie de transmission ou la pédagogie traditionnelle, c'est une pédagogie selon laquelle il est possible de transmettre un discours à l'apprenant si le discours est clairement énoncé évidemment par l'enseignant. Donc, les cours classiques sont fondés sur ce modèle. Dans ce modèle, le rôle de l'élève est passif, puisqu'il devrait se contenter de comprendre l'information qui lui était transmise par l'enseignant et être capable de restituer ce qu'on lui a transmis, restituer ce qu'on lui a transmis si on lui demande. Le rôle de l'enseignant ici, c'est principalement de transmettre son savoir. Évidemment, il faut qu'il soit clair et précis dans son message. Illustré avec des exemples. Lorsqu'on parle aussi des forces de ce modèle, c'est la rapidité avec laquelle on peut transmettre un discours. Et c'est un modèle où les limites aussi sont importantes, puisque pour être capable d'apprendre avec cette pédagogie, l'élève doit avoir le même bagage cognitif que son interlocuteur et il doit bien connaître le sujet dont on lui parle. Pour être capable d'apprendre, il faut avoir les mêmes outils cognitifs. Et c'est pas évident. Donc, dans ce modèle, les pistes de travail seront des documentaires et des exposés. Le modèle behavioriste. Le modèle behavioriste, donc, dans ce modèle, on cherche à modeler le comportement des apprenants. On va leur faire vivre des situations dans lesquelles ils vont être mis face à des situations ou des stimulus et produiront
une réponse à laquelle l'enseignant va donner un renforcement. Donc c'est clair. Donc les behavioristes cherchent à modeler le comportement de l'apprenant en donnant des stimulus. À force des stimulus-là, l'apprenant va réagir évidemment, et ce qu'ils cherchent les behavioristes dans l'apprentissage. Donc les renforcements, évidemment, ils seront soit positifs ou négatifs. Et puisque un renforcement sera positif, l'apprenant aura plus de chances de vouloir reproduire ce comportement-là. Donc ce modèle, il est bien clair. On va parler maintenant le rôle de l'apprenant. Il est plutôt passif ici parce qu'il doit écouter attentivement, puisqu'il doit écouter et réagir en produisant des comportements souhaitables. Si on parle du rôle de l'enseignant, là, ça va être de faire le design de l'apprentissage et de découper l'apprentissage en tâches et en sous-tâches, et à aider les élèves pour qu'il y ait un apprentissage. Donc, les feedbacks vont être très importants, puisque les feedbacks vont servir de renforcement. Donc, les forces de ce modèle, c'est tout d'abord qu'il est très efficace dans la gestion d'une classe. La répétition des exercices va aider à développer des automatismes chez l'élève, et ça développe aussi des routines et des procédures. Mais les limites aussi, il y en a. Je dirais que la principale, c'est que certaines compétences, évidemment, on ne peut pas découper en tâches et en sous-tâches. Par exemple, si on exige des élèves à un point critique, c'est difficilement applicable dans ce cas-là. Et une autre limite dans ce modèle, c'est qu'il ne s'intéresse pas à ce qui se passe dans la tête de l'apprenant. Donc, puisque dans le modèle behaviorisme, on s'intéresse que au comportement qui est conditionné par l'environnement. Puis enfin, la dernière limite qu'on dirait, quel est le statut de l'erreur quand on parle de l'erreur. Donc, s'il y a erreur, c'est que soit il y a un échec dans le design de la leçon, ça veut dire de la part de l'enseignant, soit parce qu'il y a une absence d'apprentissage chez l'apprenant. Et contrairement à ce qu'on va voir après, chez les cognitivismes et les constructivismes, c'est eux qui vont s'intéresser à ce qui se passe dans la tête de l'apprenant, et on le verra dans ce chapitre, les modèles cognitivistes. Ce modèle, justement, il va s'intéresser à ce qui se passe dans la tête de l'apprenant. Il s'intéresse aussi à la manière dont il traite les informations, et aussi comment l'élève encode l'information dans la mémoire, et comment l'élève va accéder à l'information au moment opportun. Donc, les cognitivistes vont nous expliquer c'est quoi la mémoire à court terme et la mémoire à long terme, et comment les informations vont être organisées dans la mémoire à long terme. Donc, dans ce modèle, on ajoute une formation à une autre qui existe déjà. Pour eux, l'élève, quand il arrive à l'école, il possède déjà un bagage de connaissances. Donc, l'enseignant prendra compte que l'élève a déjà un savoir, et son rôle de rajouter des nouvelles connaissances à ce que l'élève a déjà. Donc, dans ce modèle,
il est important d'avoir des connaissances, sinon il est impossible d'apprendre. Le rôle de l'enseignant ici, c'est aider à la construction des connaissances, aider à l'organisation des connaissances. Il va s'intervenir sur la structure existante des connaissances chez les élèves. Le rôle de l'élève, il est très important parce qu'il est actif, puisqu'il doit traiter l'information, on dit, il construit son savoir. Et les forces de ce modèle, il permet de clarifier l'organisation des connaissances, c'est de rendre l'élève conscient de la façon dont il construit ses connaissances. Les limites de ce modèle, si on axe trop sur l'organisation des connaissances, le risque d'y avoir un échec de transfert. Et aussi, ne pas associer les connaissances au contexte dans lesquels elles doivent être sollicitées. Il y aurait aussi un échec de transfert. Dans ce modèle constructiviste, on va exploiter le concept de contexte, puisqu'on a vu que c'est une faiblesse chez les cognitivistes. Pour que l'élève soit capable de solliciter des connaissances, mais aussi au bon moment et dans le bon contexte, dans ce modèle, Piaget stipule que le développement cognitif est fait de stades cognitifs qui dépendent de l'âge de l'enfant. Donc, plus on vieillit, plus on est capable d'abstraction. Et au contraire, plus on est jeune, plus on a besoin d'avoir des choses concrètes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la construction des apprentissages, c'est une construction personnelle. Ça veut dire, je ne peux pas prendre ma façon de penser et essayer de la calquer sur une autre personne. Il faut mettre l'apprenant dans des situations réelles. Ça veut dire dans certains contextes où il pourra manipuler l'information, manipuler cette connaissance et faire sa propre construction. Le rôle de l'enseignant ici, il va consister à penser et construire des situations favorables à l'émergence des conflits sociaux cognitifs, être à la fois étudiant et chercheur, ajuster constamment aux actions des élèves. Le rôle de l'apprenant, il est actif car il apprend dans des situations qui lui sont soumises par l'enseignant. Alors il va apprendre par la découverte et l'expérience. Les forces de ce modèle vont travailler sur l'erreur, puisque l'erreur, c'est une source d'information qu'on va essayer de comprendre et construire dessus. Elle permet d'envisager un autre point de vue que le sien et de mieux ancrer des enseignements et une source plus grande de motivation pour l'apprenant. Les principes limites de ce modèle, c'est premièrement coûteux en temps de mettre en place. Pourquoi? Plus de compétences chez l'enseignant à concevoir et gérer les leçons. Proposer des situations pédagogiques qui seraient appropriées et qui correspondraient au centre d'intérêt des apprenants, qui sera impossible avec des classes effectifs importants.
Ensuite, notre dernier modèle, c'est le modèle des socio-constructivistes. Alors, dans ce modèle, non seulement il y a une construction qui se fait chez l'élève, mais on va rajouter l'aspect social, c'est-à-dire grâce au langage, il y a une construction plus fine qui va se faire que celle qu'on aurait pu faire par soi-même. Il y a donc pour l'élève un gain important si il change ses perceptions et sa façon de voir avec d'autres élèves. Donc, évidemment, si on a deux élèves qui sont en train d'échanger et de travailler ensemble, et quand ils arrivent à un consensus, on peut dire que chacun des élèves aura fini sa conception. Donc, contrairement au modèle précédent de Piaget, il n'y a pas de développement cognitif figé qui passe par des stades plutôt liés à la biologie, associés à l'âge. Là, on considère que un certain moment donné, dans un certain stade, si l'élève est correctement accompagné et aidé, il peut atteindre un autre niveau cognitif. Donc, si un élève n'a pas concrètement les capacités de résoudre un problème, faire une abstraction, le fait de l'accompagner va l'aider à acquérir le processus cognitif. Donc, le langage est un élément essentiel puisqu'il va permettre à l'enfant de préciser sa pensée, de négocier le sens de certains mots et d'affiner les apprentissages. Le rôle de l'enseignant, il sera basé sur construire des situations favorables dans lesquelles les échanges et la collaboration vont être riches. Il doit aussi animer les échanges sans les couper par des affirmations qui sera pour l'élève comme des conclusions. Les forces de ce modèle, l'autonomie, et c'est favorable pour la motivation. Les limites aussi, c'est coûteux en temps. Il exige, c'est comme l'autre, la précédente, exiger des compétences élevées pour concevoir et gérer les leçons. Ça veut dire qu'il y a des situations d'apprentissage pédagogique, d'apprentissage approprié au centre d'intérêt des apprenants. Donc ici, au contraire aux autres modèles qu'on a vus déjà, les pièces de travail seront des situations très complexes, créer un climat de débat et travailler en groupe à la classe.